Oui, c'est une question sur la question de l'autonomie et des différents questionnaires sur l'autonomie. Vous avez parlé des savoir-faire, des connaissances théoriques sur la maladie, et ensuite vous avez parlé d'autonomie logistique. Et il manque ce qu'on étudie dans le Good to Go, c'est l'autonomie en santé. C'est plus large que la logistique, c'est la capacité de s'exprimer seul face à ses soignants, de plaider sa cause en quelque sorte, enfin d'être autonome dans la relation de soins. Ça me paraît important de ne pas l'oublier. Oui, vous avez tout à fait raison et merci pour la remarque. Je disais logistique, pourquoi ? Parce que c'est un patient qui m'a dit ça un jour, logistique. Et j'ai trouvé ça assez parlant, mais totalement. Oui, moi je voulais juste savoir quelle était la coordination entre Jump et Transcend à la Pitié. Il y a 2 plateformes et comment ça s'organise, voilà. Alors en fait, Jump, c'est une plateforme de transition dans le département de neurologie de la Pitié-Salpêtrière, donc pour les patients qui ont une maladie neurologique, alors que Transcend, c'est une plateforme de transition pour les patients qui ont des pathologies endocriniennes. Donc ces 2 plateformes, en fait, c'est ce que les filles vous montraient, c'est 2 plateformes qui sont spécifiques pour des pathologies spécifiques. C'est pas comme la suite, par exemple, ou Advenir, qui sont des plateformes pour tous les patients de l'hôpital. Mais pour ceux qui ont des troubles du neurodéveloppement, qui sont en Transcend, il y a des liens avec Jump ou pas du tout ? Oui, alors quand je dis neurologie, c'est aussi, on travaille aussi avec la myologie et avec la génétique. Donc je ne sais pas si vous connaissez la Pitié, mais c'est très grand. Oui, je connais. Du coup, on travaille avec plusieurs bâtiments et plusieurs services. Mais ce que je veux dire, c'est que Jump, c'est pas une plateforme pour tous les patients qui viennent à la Pitié-Salpêtrière. Voilà, par exemple, pour les patients qui ont des pathologies ORL, je viens de parler à quelqu'un du public, on n'accueille pas ces patients-là. Pour compléter. J'allais dire, on travaille ensemble quand même, Jump et Transcend, sur l'escape game notamment. Exactement. Pour compléter, du coup, pathologie endocrinienne pour Transcend, diabétologie, nutrition et médecine interne, du coup. C'était par rapport à la répartition territoriale et notamment au budget alloué. Je sais qu'il y a une partie des budgets qui sont alloués grâce au centre de référence, si je ne me trompe pas de mot. Enfin, je ne sais pas si c'est en lien ou pas avec les plateformes. On a parlé opération pièce jaune, etc., fondation des hôpitaux. Est-ce que dans le budget de la DGOS, il y a cette idée de meilleure répartition territoriale des plateformes ? Alors, en fait, aujourd'hui, la DGOS, c'est pas celle qui... Alors, tout dépend comment la plateforme a été créée. Sur Capadja, par exemple, c'est bien la plateforme d'expertise maladies rares qui a mis un budget pour la transition. Mais c'est quasiment la seule plateforme, c'est la seule plateforme aujourd'hui comme ça. Sur les Pays de la Loire, nous, c'est moi en tant que chargée de mission sur la plateforme d'expertise maladies rares qui le met en place, puisque je suis arrivée, entre autres, pour aider les centres de référence à mettre ces projets-là en place, effectivement. Mais du coup, la DGOS, au-delà n'est pas directement impliquée dans le budget alloué aux plateformes. Aux espaces de transition, pardon. Parce que Tout à fait. Et du coup, pour les plateformes, donc ceux d'Île-de-France en tout cas, mais je pense que c'est pareil pour l'appart, etc. Nous, c'est effectivement les pièces jaunes, la Fondation des hôpitaux, qui a financé nos plateformes. Et puis après, c'est la PHP, pour laquelle on travaille, qui prend la suite. Puisque Ouais, de façon générale, c'est un peu au bon vouloir des hôpitaux de mettre du budget pour avoir du personnel dédié. Parce qu'en fait, à chaque fois, c'est parti de l'envie de médecins de développer ça et qui, du coup, ont mis de l'argent de leur service pour embaucher quelqu'un. Et pour après, les pièces jaunes aident à 50% dans le mobilier, on va dire, enfin, dans l'immobilier. Mais c'est tout. Après, c'est à l'hôpital du bon vouloir de mettre de l'argent ou pas. Il y a également des financements alloués par l'ARS. Et aussi les associations qui peuvent nous aider aussi pour avoir des postes. C'est ce qui explique un peu ce côté non pérenne des plateformes aujourd'hui quand même. Dans l'ensemble, clairement, c'est aussi ce qui questionne parce que du coup, on se dit aujourd'hui ça tient sur quelque chose, mais il faut aller chercher pour que ça devienne pérenne et c'est pas si simple en fait pour ancrer ces espaces aujourd'hui dans les hôpitaux et puis d'où notre question effectivement nos questions d'ouverture à la fin de la reconnaissance et la pérennisation des espaces et
des emplois aussi, enfin des personnes. Alors, en dehors, Micheline Assier, France Vascularite, en dehors des maladies ciblées, est-ce qu'une personne qui a une pathologie peut aller, et qui est suivie par un hôpital, peut aller dans un autre, dans une plateforme qui n'est pas dans l'hôpital où elle est suivie? Alors ça, c'est une très bonne question. Moi, je réponds pour Jump, mais je pense que c'est la même chose pour les autres. En fait, c'est vrai que nous, dans Jump, le programme de transition de Jump, c'est comme une prescription médicale. C'est-à-dire que si le patient est suivi par, donc moi c'est des neurologues, donc par un neurologue de la Pitié, c'est ce neurologue qui prescrit la plateforme Jump, entre guillemets. Donc c'est vrai que moi je ne suis pas de patients qui ont une maladie neurologique et qui ne sont pas suivis à la Pitié. Donc pour votre question, je dirais plutôt non. Mais je pense que c'est pareil pour mes collègues. Je demanderais bien aux collègues, du coup, plutôt en province. Par exemple, à la part, tout le passage où c'est toute pathologie, je pense que ça doit être un peu différent. Parce que pour les ETP, quelquefois, ça dépend de l'hôpital où on est suivi, mais quelquefois, on peut aller dans un autre hôpital qui suit la même pathologie, qui organise les ETP alors qu'on n'en a pas. Et je voulais demander, c'est peut-être hors sujet, qu'en est-il de l'hospitalisation à domicile ? Est-ce qu'ils peuvent être attachés, parce qu'un patient peut avoir une pathologie, mais être suivi pour une autre pathologie en hospitalisation à domicile et avoir besoin malgré tout de faire la transition. Je demandais s'il était possible d'avoir la liste de ces espaces avec leur mail et les coordonnées pour éventuellement les contacter. Et je trouvais que ça serait très intéressant de mutualiser toutes les expériences de façon justement à pouvoir travailler dessus, notamment en ce qui concernait donc des problèmes transversaux comme l'orientation scolaire et professionnelle. Pour ce qui est de l'HAD, juste en fait, effectivement, ils peuvent venir, ils vont avoir un suivi de toute façon avec un médecin spécialiste en général. Donc, le médecin pourra leur dire elle existe cette plateforme et ils peuvent venir théoriquement si c'est toute pathologie. Enfin, s'il n'y a pas de critères pour cet espace de transition, ils peuvent se présenter. Tout à fait. Et pour compléter, c'est vrai que nous, donc comme on est coordinateur de par notre métier, c'est vrai qu'on coordonne. Et donc, on a aussi beaucoup de liens en extra-hospitalier avec la ville et aussi avec l'HAD. Alors moi, personnellement, ça ne m'est pas arrivé beaucoup. Mais bien sûr, on peut imaginer, en plus dans les HAD, donc dans les hospitalisations à domicile, il y a aussi des infirmières coordinatrices avec qui on pourrait travailler et tout à fait évaluer la transition. Et puis faire aussi, pourquoi pas, des ateliers, parce que nous, le yoga, par exemple, on le fait en visio. Donc... Par exemple. Pour une autre chose, moi, on m'avait dit que c'était les filières qui devaient contacter les HAD. Alors, notamment pour la SLA, etc., pour des suivis. Mais bon, là, c'est la transition. Ah oui. Ça pourrait être la même chose. Oui, là, en fait, alors pour les patients qui sont hospitalisés, donc là, c'est pas exactement la même chose. Pour les patients qui sont hospitalisés, peu importe le patient à l'hôpital, s'il y a besoin, au retour à domicile, d'une mise en place de l'HAD, effectivement, c'est l'hôpital qui fait la demande d'HAD. Donc nous, finalement, la transition, et puis il faut savoir que la transition, c'est pas non plus quelque chose qui est fait en urgence. Au contraire, dans la définition, notamment dans la littérature, il est noté que la transition doit se faire dans une période plutôt stable. Alors bien sûr, ça dépend des patients. Il y a des patients qui seront plus ou moins stables, voilà. Mais quand il y a une HAD en place, bon, c'est peut-être pas le moment de changer de médecin et de soignant. Et donc oui, pour les coordonnées, on pourra vous les donner. Jamila Calin, encore moi. Évidemment, comme vous avez, j'ai des choses à dire, surtout que pourtant je suis un peu alerte quand même de tout ce qui se passe au niveau transition et je viens de découvrir encore des choses avec l'espace Transcende. Sandrine qui suit mon petit gars en endocrino et je l'ai su par hasard, cette plateforme, clairement. Comment vous identifiez finalement les jeunes, parce que je vois qu'il y a des choses qui existent à la plateforme Transcende, mais finalement on ne les a pas proposées pour Iwan. Donc je me dis que comment vous décidez que telle et telle chose, parce qu'il y a une évaluation qui se fait. Parce que là, je parle du pratico-pratique, clairement. C'est qu'il y a plusieurs plateformes, certaines pour une pathologie, endocrino. Sandrine, vous me l'avez suffisamment dit, que c'est endocrino et nutrition. Pour le reste, vous ne pouvez rien faire. Il en a 14 pathologies chroniques rares. Donc, et d'autres où c'est global, mais quand je vais à la suite, on me dit on ne peut rien faire pour vous non plus, Madame Calin. Donc à un moment donné, comment concrètement vous identifiez, comment ça peut, comment une famille lambda qui a plusieurs pathologies, plusieurs pathologies, pas une, deux ou trois, mais plusieurs, comment concrètement sur le terrain on
vers qui on doit se tourner, qui fait cette coordination, parce que là, c'est en fonction du spécialiste. Par exemple, là, la neuro, je viens de découvrir Jump. Je connais Jump, hein, je vous ai déjà appelé, etc. Mais Riwan est en neuro, mais du coup, on l'a fait seul, en fait. On l'a fait seul, de Robert Debré à la Pitié. Donc voilà, et quand vous aviez, elle l'a très bien dit, la dame juste avant moi, c'est quand j'ai demandé à ce qu'il puisse être suivi sur une autre plateforme parce qu'il allait à la Pitié, mais aussi il est à Pompidou pour la cardio, et parce que on est quand même, nous, parents ou patients, c'est la nage complète, quoi. Donc est-ce qu'il n'y a pas une sorte de plateforme ressources, j'en sais rien, mais j'avoue que là, je suis un peu... Tout à fait. Alors, un peu perdue. C'est vrai que vous avez raison, en termes d'identification de nos plateformes, c'est pas si évident que ça. Après, je sais que notamment sur Neurosphinx, ils nous ont bien identifiés maintenant, et je pense qu'il y a nos coordonnées qui sont disponibles. Après, je serais ravie de vous accueillir dans Jump, madame, avec votre fils. Mais effectivement, je pense que vous avez raison, un problème d'identification des plateformes et que l'information n'est pas forcément disponible. Alors nous, nos plateformes sont sur le site de la PHP, mais finalement, c'est aussi, ça fait partie de la transition. L'équipe pluridisciplinaire de pédiatrie et l'équipe pluridisciplinaire de chez l'adulte peut vous proposer à un moment ou à un autre d'intégrer une plateforme si vous le souhaitez ou pas. Donc je pense que c'est un manque d'information, effectivement. On va essayer de se rendre plus visible. Maintenant, pour répondre quand même à votre question par rapport aux outils. Donc effectivement, on a un certain nombre d'outils, nous, à notre disposition pour justement essayer de, entre guillemets, bien commencer cet accompagnement. Maintenant, le but des outils, c'est pas non plus de mettre en difficulté le jeune en fonction des possibilités qu'il a. D'accord ? Donc il se peut qu'il y a des fois où ce questionnaire ou les questionnaires qu'on vous a montrés ne sont pas passés. Par contre, nous, on les connaît par cœur et l'entretien est quand même réalisé. Et dans cet entretien, toutes les questions sont abordées, en fait. Par rapport à l'identification, justement, ça, avant l'identification. Ah oui, alors. Vous voulez en parler ? Oui, bonjour. Hélène Mellerio d'Advenir à Robert Debré. Justement, je rebondis sur votre intervention et puis sur toutes ces présentations des plateformes là, qui montrent qu'il y a vraiment des programmes très riches à travers le territoire français. Pour vous parler d'un projet auquel on réfléchit déjà avec les plateformes franciliennes depuis quelques mois déjà, un projet de se fédérer en fait, pour créer un réseau national des plateformes de transition à travers du coup tout le territoire pour pouvoir mutualiser un peu nos pratiques, programmer proposer des programmes standardisés à minima des parcours de transition, surtout dans les parcours complexes, dans les comorbidités. Il y a eu beaucoup de témoignages qui ont montré les difficultés pour ces personnes. Pouvoir mieux travailler avec les associations de patients, avec les pères aidants, qu'on a quelquefois du mal à recruter, mais qui sont vraiment une énergie importante à mobiliser pour nos jeunes et pour les parents. Et puis pour voir développer la recherche aussi et la formation à la médecine de l'adolescent, dont on a peu parlé, qui est aussi un axe intéressant. Donc on voudra vous proposer de nous se rencontrer peut-être à l'automne avec les structures de transition existantes ou en création, des associations qui seraient impliquées particulièrement sur cette thématique, des patients aussi évidemment, et puis des structures transversales comme Neurosphinx, etc. Pour réfléchir à un label, notamment pour être mieux identifié pour tout ça. Et des financements, on en parlera après. Et juste pour compléter sur ça, sur cette, justement de voir qui fait quoi. En fait, l'Île-de-France, finalement, il y a beaucoup de plateformes, d'espaces transition, ce qui est très bien. Et en même temps, c'est la complexité de l'Île-de-France, c'est-à-dire que chaque médecin est hyper spécialisé en Île-de-France, qu'on n'a pas cette problématique en province, finalement. Non, mais il faut être réaliste. Nous, un service de pédiatrie, il est très global. Ça va être... alors qu'ici, c'est ultra spécifique. Vous allez en pédiatrie, mais vous avez une spécialité. Donc nous, on accueille plus facilement tout le monde avec tout... un peu plus largement, je pense. Et donc, c'est vrai que l'Île-de-France propose plus par pathologie et puis certaines missions qui sont effectivement pas très claires. Vous voyez, nous, on a essayé de le schématiser parce qu'on ne sait pas qui fait quoi dans les plateformes, quelles missions ils ont.
Et s'ils ne font pas de coordination de parcours, ils ne vont pas vous accompagner comme vous le souhaitez. Enfin, voilà, donc c'est ce qu'on a essayé un peu de montrer. Et c'est vrai que c'est cette complexité aujourd'hui. Il n'y a pas d'harmonisation dans toutes les plateformes. Oui, je voulais juste apporter quelque chose, une notion sur les plateformes qui feraient de la transition pour les polypathologies. Il y a des modèles américains qui ont été... Ciccarelli a publié, toute son équipe, plusieurs dispositifs. C'est compté pour un patient, 2 semaines de 2 professionnels de métiers différents. C'est des moyens considérables qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a là. Donc moi, je suis d'accord avec Hélène, il faut qu'on se fédère. On est encore tout petit et tout faible, mais des moyens pour effectivement prendre un gamin dans sa famille avec ses polypathologies et coordonner la transition, ce qu'on dit, tout ce qu'on fait mais qu'on ne fait pas, mais il faut des moyens considérables. Donc voilà, on peut alerter les pouvoirs publics là-dessus. On ne peut pas faire de la transition polypathologie avec 3 francs 6 sous. J'ai juste une question, s'il vous plaît. C'est un cas pratique. C'est dans notre association, il y a, en cas général, il se peut qu'il y ait une famille qui, à un moment donné, ait été suivie par un hôpital parisien et ait été en rupture de soins. Le fait qu'une association se monte, qu'il y ait des mouvements de parents, ça donne un nouveau souffle et ça motive aussi pour se dire, voilà, il se passe des choses, j'ai envie de raccrocher les wagons. Comment fait cette famille, s'il faut, qui a été suivie par un hôpital parisien mais est potentiellement en rupture de soins, comment elle fait pour se raccrocher et bénéficier quand même de votre soutien, qui est quand même, c'est énorme parce que ça soutient l'enfant, ça soutient la famille, ça remet un pied dans la porte. Donc comment on peut faire sans condition d'avoir un courrier d'adressage comme vous le spécifiez avant? Est-ce que le médecin traitant suffit? Est-ce que l'antériorité d'un dossier dans l'hôpital suffit? Comment ramener aussi, profiter de votre savoir-faire, profiter de votre écoute et de votre accompagnement pour raccrocher les familles, parce que c'est important aussi d'essayer de les ramener, en fait. C'est en effet très important ce que vous dites, madame, puisque l'un des objectifs est d'éviter les ruptures de parcours. Donc moi, j'ai envie de dire spontanément, dès lors que vous avez connaissance qu'un jeune est en rupture de soins, quelle que soit la porte d'entrée, j'ai envie de dire, oui, je crois que l'antériorité dans la structure permet de le raccrocher. Et ça peut très bien passer par la plateforme transition. Tout est possible à imaginer. Et la plateforme transition qui peut-être le raccrochera vers le médecin référent, puisqu'on sait bien que lors du passage à l'adulte, c'est notamment sur cette période où le pédiatre pense que le jeune a sa consultation à l'adulte et l'adulte attend le jeune qui ne s'est pas présenté. Et donc c'est vraiment sur ce créneau-là qu'on perd énormément de jeunes adultes. Donc les plateformes de transition peuvent être une nouvelle porte d'entrée. Et je pense que c'est mieux en pratique que les urgences, par exemple. Les patients qu'on suit, en fait, souvent, ils reviennent vers leur pédiatre. Et le pédiatre, en fait, après, il se met en contact avec le service adulte. Et sinon, c'est comme ça que ça fonctionne. Oh ouais, non, mais je comprends. Mais je vous dis, voilà, il y a aussi cette porte d'entrée-là, de revenir vers son pédiatre, ou le secrétariat, en tout cas, qui, lui, après, peut venir vers le service adulte. Ou le médecin traitant, c'est bien aussi. Pédiatre ou médecin traitant. Oui, voilà, ce que j'allais dire. Moi, c'était juste pour apporter une précision. Quand vous parliez, madame, des financements par la DGOS, c'était pour faire le lien avec les plateformes d'expertise maladies rares. Alors, je ne veux pas entraîner de la confusion, mais c'est des ressources financées par la DGOS sur des appels d'offres qui sont implantés dans les hôpitaux. Il y en a maintenant 19 sur tout le territoire, y compris en Outre-mer, qui sont également des ressources, je dirais, complémentaires. Enfin, si on prend l'exemple chez nous à Necker, la plateforme d'expertise maladies rares est main dans la main avec la suite Necker. Et quand les patients, même parfois en perdition, la contactent, on peut rentrer en contact. Mais le financement n'est pas le même, sans vouloir rajouter de la confusion à la confusion. Et je voulais juste faire une mention aussi, parce qu'on parle beaucoup d'éducation thérapeutique depuis ce matin, et nous, on fait face maintenant, en tout cas moi dans mon centre de référence, à quelque chose d'un peu nouveau, c'est-à-dire que des parents, on commence à être victimes de notre succès, des parents nous contactent pour bénéficier de notre programme d'éducation thérapeutique, des gens qu'on ne connaît pas, des enfants qu'on n'a jamais suivis. Et ça passe quand même par un diagnostic éducatif initial. Donc,
enfin en tout cas nous on les refuse d'emblée en disant si vous n'êtes pas suivi ici et qu'on ne peut pas faire de diagnostic éducatif, on ne voit pas comment on peut vous inclure dans un programme d'éducation thérapeutique. Et ça, je pense que c'est une notion aussi que les parents doivent quand même intégrer, parce qu'on ne peut pas intégrer un programme d'éducation thérapeutique sans que nous-mêmes, en tant qu'animateurs de ce programme d'éducation thérapeutique, on n'ait pas vu l'enfant avant et qu'on ne le connaisse pas. Donc moi, j'exige toujours de voir au moins l'enfant une fois en consultation pour évaluer ses besoins et faire le diagnostic éducatif. Parce qu'on affiche des programmes, on a l'impression qu'il y a pléthore et que vous allez pouvoir aller frapper à toutes les portes, et c'est génial, on va faire plein d'éducation thérapeutique toute la journée. Bah, en fait, non. Je pense qu'il y a quand même une procédure qui n'est pas là, pour le coup, une contrainte qui est quand même bénéfique pour ne pas vous inclure dans n'importe quel programme et n'importe quel atelier à l'aveugle. Et juste pour compléter, puisque j'ai le micro, c'était juste pour dire que les filières de santé maladies rares, dont vous entendez parler depuis ce matin, n'ont pas vocation du tout à rentrer en contact avec les patients et à vous intégrer dans du soin. Hein, c'est vraiment quelque chose de collatéral, je dirais, aux soins. C'est un point de contact, voilà. Bonjour, moi je rejoins beaucoup de témoignages de parents. Moi je voulais savoir quand on ne rentre pas dans la case des maladies rares, qu'on a été suivi à la Salpêtrière dans le cadre des mutations génétiques, je voulais savoir si on avait accès au jump, parce qu'en fait, on ne nous a jamais rien proposé. On l'a mis de l'enfant à l'adulte toujours à la Salpêtrière, mais là il a 20 ans. Il n'y a plus rien, plus de médecins traitants parce qu'on n'en trouve pas, plus de pédiatres, une fois par an peut-être une consultation par visio, mais on ne nous a jamais rien proposé. Et là, moi, je me rends compte qu'il aurait besoin de ce système de jump pour l'aider à rentrer dans la vie active. Donc comment intégrer cette plateforme tout seul, quoi, je dirais, parce que médecins traitants, on en cherche un depuis un an, on n'en trouve pas. Et on est dans la région parisienne, hein. Du coup, vous êtes suivi par un médecin de la Pitié, c'est ça? Madame Giannatelli, c'est ça? Giannatelli. Voilà. Okay. Mais en fait, ça fait 2 ou 3 fois que c'est que des visioconférences, juste pour remplir un document pour la MDPH, hein, honnêtement. Mais il n'y a rien derrière, il n'y a pas de suivi. On a pris une psychologue particulière qui nous coûte un bras et on n'a rien. Là, je viens d'avoir le statut de travailleur handicapé, mais ça ne suffit pas. On a besoin d'un suivi, d'un protocole, et je vois l'estime de soi, tout ce que vous avez dit, il en a besoin. Donc je vais savoir comment intégrer s'il a le droit d'intégrer cette plateforme Jump, parce qu'il rentre dans aucune case. Déficience intellectuelle, c'est tout. Alors, du coup, nos patients dans Jump, ils ont un handicap physique et cognitif, donc la déficience intellectuelle rentre dans ce programme. Donc ce que je peux vous proposer, c'est que vous me donnez vos coordonnées. Génial. Et je vous rappelle. Voilà. Eh ben, c'est génial, merci beaucoup. Je voulais juste dire un mot. Moi, je suis médecin dans un service de médecine adulte. Et c'est juste pour vous rappeler, parce que les patients et les familles posent plein de questions, c'est effectivement, ça part quand même du médecin qui suit le patient de prescrire de l'ETP, un programme de transition. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours... c'est médecin dépendant, c'est une réalité. Ici, on est tous convaincus, sinon on ne serait pas là, que c'est quelque chose d'important, mais ce n'est pas quelque chose de systématique et d'obligatoire dans le soin courant. Ça dépend beaucoup aussi des filières de maladies rares, des gens qui sont impliqués dans les maladies rares, mais c'est vrai que ce n'est pas diffus. Donc, il y en a plus en Ile-de-France, peut-être parce qu'il y a plus de centres de référence, et donc il y a eu plus de mobilisation et de moyens. On a parlé de la DGOS ce matin, il n'y a pas de moyens directs pour les centres de référence, donnés en fonction des étapes de transition, des programmes de transition et tout ça. Aujourd'hui, il n'y a pas de financement pour ça. On en a pour l'ETP. L'ETP, tous les ans, on doit faire un recueil d'activités. La transition, c'est encore quelque chose de très récent et qui n'est pas tout à fait reconnu comme une activité forcément pleine dans les services, y compris les grands services de la PHP. Bonjour. Nathalie Morand, association Charge Enfant Soleil. Moi, la question que je me pose, c'est que comment fait-on quand on est en région? Parce qu'on voit qu'il n'y a quand même pas beaucoup de structures en région. Et donc, comment font ces familles si on doit intégrer absolument l'hôpital ou voilà. Et quels sont les freins aussi? Pourquoi il n'y a pas plus de structures en région? Bon, je me doute un peu de la réponse, mais bon.
Ça fait partie du plan national maladie rare 4, comme on a parlé M. Vauchel ce matin, d'aider à déployer que les plateformes, qu'on ait des budgets du coup pour déployer des plateformes, des espaces transition dans les régions, entre autres, parce qu'effectivement il en manque énormément. Et que aujourd'hui, nous, les plateformes d'expertise maladie rare, ça va être un peu notre rôle de répondre à des appels à projets pour développer ces espaces-là et qu'il y en ait de plus en plus. Qu'effectivement, c'est très pauvre aujourd'hui en région. Vous voyez, il y a Strasbourg. Et encore Strasbourg, ils n'ont pas de coordinateur. Hein. C'est vraiment des médecins qui portent ça, clairement. Donc, c'est compliqué. Ils ont l'espace, mais personne. Donc, c'est quand même dommage. Il y a donc à Bordeaux, Lyon et Marseille. Voilà. Et nous, on va arriver un petit peu en Pays de la Loire. Donc, mais que Pays de la Loire. Dans le Grand Ouest, il n'y a rien. Donc, effectivement, ça va être un enjeu demain de développer ça. Juste pour compléter, c'est vraiment une question extrêmement intéressante. Vous avez absolument raison. On discutait là comme ça. On est vraiment dans l'enfance de la transition. Il faut prendre conscience c'est le docteur Crétol l'a bien mentionné ce matin. C'est-à-dire que c'est 2016. Alors 2016, j'anticipe un peu sur la clôture, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y avait rien avant. C'était pas tabula rasa, etc. Et bien évidemment non. Mais c'était encore plus éparpillé. Voilà, donc il faut qu'on tende vers cette journée en témoigne bien, vers un travail en coordination, en commun, présenter ce qu'on fait, mutualiser. Enfin, il y a vraiment, mais ça ne veut pas dire que, par exemple, en l'occurrence peut-être pour votre cas personnel ou d'autres, que ça en dehors d'une plateforme transition, point de salut. C'est pas ça du tout. Il y a évidemment plein de gens, de collègues en pédiatrie et en médecine adulte qui travaillent main dans la main, etc. Mais le cas que vous avez évoqué juste avant de transition, alors moi, c'est peut-être hyper complexe en tout cas. Tout à l'heure dans la vidéo du jeune homme, sur la première diapo, c'est pas des diapos, c'est une vidéo, mais sur le premier texte, vous voyez 4 spécialités. Je dis, ouais, c'est pas mal, quoi. Mais bon, dans des CHU de maladies rares, on a un peu l'habitude de ça. Sauf que juste après, il y en avait encore 6 autres. Et alors là, c'est vrai que la probabilité qu'il y ait un chef d'orchestre qui prenne la coordination de tout ça, c'est très compliqué en pédiatrie. Alors vous imaginez en médecine adulte, où en plus de ça, c'est kaléidoscopique. C'est-à-dire que voilà, on passe de un hôpital ou 2 hôpitaux pédiatriques à, et là quand je parle bien de CHU, c'est-à-dire que parfois on vit à 500 km, donc il y a l'hôpital périphérique aussi, sans parler du réseau de ville. Mais alors même si on reste au niveau CHU, en hôpital pédiatrique adulte, ça va être 4, 5 hôpitaux, c'est compliqué. C'est compliqué. Donc je reviens juste sur le fait que quand même la transition, ça existe depuis longtemps, ouais. Et ça se fait bien globalement pour la plupart relativement bien pour la plupart des patients. Et pour compléter un tout petit peu, du coup, la réponse, en attendant qu'il n'y ait rien dans les régions et que ça se mette en place, vous pouvez quand même aller soit vers votre médecin spécialiste et lui demander ce qui est possible aujourd'hui autour de la transition, ou d'aller vers les plateformes d'expertise maladies rares qui peuvent aussi vous mettre en lien avec le réseau, et eux déjà proposent certains de l'ETP. Non mais voilà, non mais c'est... Ouais. Mais ça peut être une première réponse, les plateformes d'expertise qui vont trouver le réseau, en tout cas pour le moment, dans les régions, quoi. Non, mais ce que je voulais dire là, compléter, c'est de dire que vos témoignages sont hyper importants, d'une grande éloquence, et le chemin déjà parcouru, il est petit. On a besoin de tout ce que vous nous transmettez pour pouvoir ensuite actionner des leviers qui existent déjà en mutualisant, en fédérant, et puis aussi imaginer, créer, co-créer des solutions.
Non. Enfin, bon, je peux anticiper, là, enfin, je parle pour ce que je ne suis pas, mais il n'y a pas de dialogue entre les CHU et les GH parisiens. Et ce que je voulais rajouter, là, c'est peut-être la note un petit peu militante en ce qui me concerne de la journée, mais c'est de dire que s'il y a des Paul Jacquin, des Nizar Malawi, des Hélène Mellerio, etc., c'est des gens qui sont pédiatres, dont ce n'est pas le cœur de métier, et que c'est des métiers qu'on fait en plus. On n'est pas du tout payé plus pour ça. De même qu'un coordonnateur de filière, de même qu'un coordonnateur de centre de référence, parce que tout ça, ça implique quoi? Ça implique un bilan financier annuel, un bilan d'activité annuel, c'est des programmes ETP. Et donc, tant qu'on n'aura pas aussi du temps dédié, nous, en tant que médecins, sur ce type d'activité, on va arriver à une limite quand même dans ce qu'on peut faire. Là, je pense que vous avez quand même des gens ultra super motivés qui font tout ça en plus de leur vie de médecin, docteur la journée, de tout ce que ça représente, de consultation, etc. Mais il y a un moment donné aussi, la démographie médicale, on l'entend tous et à bout de souffle. Et donc, on ne va plus trouver de ressources pour faire tout ça, en fait. Donc, il y a un moment où c'est peut-être aussi des métiers qu'il faut inventer. Pas forcément des docteurs ou des gens qui... Enfin, là, vous en êtes la preuve, mais voilà. Qu'il faut inventer, pardon, et pérenniser voilà, aussi, surtout. Enfin, moi, je pense que tous les progrès qu'on a faits depuis le plan maladie rare numéro 1 est venu des patients, sans démagogie, mais je dirais que c'est la voix des patients. Le livre blanc de 1999, c'était la future alliance maladie rare qui l'a construit. Et le premier plan maladie rare de Simone Veil et de Philippe Douste-Blazy, c'est grâce à eux. Donc je pense que c'est votre voix qu'on peut porter, mais ça, on veut bien le faire. Oui. Charlotte Decolle encore. Il faut s'appuyer justement sur l'expertise, enfin sur les parents experts qui ont accompagné leurs enfants de l'enfance à l'âge adulte, enfin tout au long du parcours de vie, qui ont fait parfois tout seul et qui ont développé une véritable expertise. Et il faut aussi développer les communautés de pratiques professionnelles interdisciplinaires et centraliser en territoire toute l'offre existante et je ne sais pas, créer un annuaire. Alors je ne sais pas qui peut faire ça, l'ARS, j'en sais rien. Enfin, il faudrait vraiment développer cet annuaire de professionnels, parce que c'est vraiment interdisciplinaire. Enfin, le suivi est global et c'est pas, y a pas, on a bien vu, il n'y a pas qu'un seul expert. Enfin, il faut et donc pouvoir s'appuyer sur des ressources, parce qu'on peut pas tout faire soi-même. Donc et savoir à qui faire appel, à l'appel à un ami. Enfin, bon, voilà, enfin l'appel à un ami, c'est ça. Non, mais avoir vraiment un réseau d'experts en territoire sur ados, adultes, enfants, tout au long du parcours pour éviter toutes les ruptures de parcours. Voilà. Merci. On peut s'appuyer aussi sur la médecine de l'adolescent, l'expérience de cette surspécialité qui, depuis 50 ans, quand même, c'est pas mal développé, plus à l'étranger qu'en France. Mais tous ces adolescents qu'on veut passer en adultes, c'est des adolescents. Et la santé de l'adolescent, c'est multifacette. Et je crois qu'il y a quand même déjà beaucoup de choses qui ont été pensées sur comment aborder au plan clinique, au plan de l'interrogatoire, au plan de l'accompagnement, l'entrée dans la sexualité, les consommations, le sommeil, l'alimentation, enfin tout ce qui fait la vie d'un adolescent et dans sa socialisation. Et je pense que nos dispositifs de transition doivent intégrer une partie médecine de l'adolescent, bien-être. Tous n'ont pas de capacité médicale, enfin, mais nous, la dimension examen clinique, examen physique de l'adolescent en transition, ça fait partie de l'évaluation. C'est aussi de savoir où est-ce qu'il en est de son développement, de son estime de soi et de son fonctionnement dans son corps, hein, très, très concrètement. Et je pense que c'est tout un corpus de connaissances qui éclaire la façon dont on peut accompagner ces jeunes vers l'âge adulte, y compris la question qu'on discutait ce matin, parents, pas parents. Bon, tout ça, ça a été quand même déjà pas mal pensé. Et je pense que ce serait dommage de ne pas s'appuyer dessus. Alors moi, je voulais juste dire, parce que je viens du nord de la France, et en fait, on a une grosse densité de population, et je ne comprends pas justement qu'il n'y ait pas de centre comme sur Paris, parce que forcément, plus il y a une grosse densité de population, et au plus il y a des familles qui sont concernées. Et je ne sais pas qui pourrait justement organiser ou fédérer, dire, bah voilà, selon un certain nombre de densités de population, il faudrait au moins un centre, ou enfin voilà, c'est une idée comme ça. Je ne sais pas qui peut faire ça, mais...
Oui, on n'en est pas là. C'est-à-dire qu'à des recommandations nationales où il faudrait que dans tous les parcours de santé, il y ait cette station transition. Comme l'a rappelé Célia, ce qu'on a monté, c'est avec volontarisme et militantisme en plus de notre boulot. C'est là que ça va être le rôle des plateformes d'expertise maladies rares demain, et déjà aujourd'hui normalement, mais qui sont en train de se mettre en place. Donc c'est pas évident déjà pour ceux qui avaient. Nous, on a de la chance sur les Pays de la Loire, on était déjà créés et nous, on s'est rajouté en tant que plateforme d'expertise sur une équipe déjà existante et déjà fonctionnelle. Donc on va plus vite dans les projets. Mais les plateformes d'expertise demain, c'est ce qu'on va leur demander. Donc c'est eux qui vont pouvoir lancer le projet en appuyant les médecins des centres de référence. Au CHU de Lille, Jeanne de Flandre, ils accueillent un nombre d'enfants incroyable. Et enfin voilà.